In costume design this year are... En janvier 2018, Catherine Deneuve signe une lettre dans Le Monde. Une lettre qui défend le droit des hommes à importuner les femmes. Le monde entier est scandalisé. On lui demande de se rétracter. Elle ne se rétracte pas. Dans la lettre qu'elle publie pour s'expliquer, dans Libération, quelques jours après, il y a une phrase que presque personne ne lit. Une phrase glissée entre l'excuse aux victimes et la défense de sa liberté. Cette phrase, la voici. Elle avait été témoin de situations plus qu'indélicates. Elle savait que des cinéastes avaient abusé de leur pouvoir, et elle avait choisi de ne pas parler. Elle savait, elle a choisi de se taire. 47 ans plus tôt, cette même femme avait signé un autre document. Le manifeste des 343 femmes qui admettaient publiquement avoir avorté à une époque où cet acte était passible de prison. Simone de Beauvoir avait signé. Marguerite Duras avait signé. Et Catherine Deneuve, 27 ans, l'actrice la plus célèbre de France, avait signé en sachant exactement ce qu'elle risquait. La même femme, la même signature, deux actes qui ne se ressemblent pas. Dans les prochaines minutes, vous allez entendre l'histoire de ce qui s'est passé entre ces deux signatures, les amitiés qui ont duré, les silences qui se sont accumulés, et la question que ni France 2, ni le Hollywood Reporter, ni aucune rédaction au monde n'a encore réussi à poser complètement. Qu'est-ce qui transforme le courage d'une femme en 1971 en silence en 2025? Archives, lettres publiées, témoignages, verdict de tribunal. Tout ce qui suit est documenté. Commençons par le commencement, ou plutôt par la fin. Paris, avril 1971. Dans les bureaux du journal Le Monde, une liste circule de main en main. 343 noms. Des femmes, des artistes, des intellectuels, des actrices. Chacune d'elles avoue publiquement avoir subi un avortement, un acte alors passible de poursuites judiciaires, d'amende, d'emprisonnement. Simone de Beauvoir a signé, Marguerite Duras a signé, et Catherine Deneuve, 27 ans, visage le plus célèbre du cinéma français, actrice que Buñuel, Truffaut et Polanski se disputaient à signer. Ce n'était pas un geste symbolique. C'était un risque réel. Elle avait tout à perdre, et elle a signé quand même. Pour comprendre ce que ce geste signifiait, il faut revenir en arrière. Il faut voir Catherine Deneuve. Avant qu'elle devienne Catherine Deneuve, avant les Césars, avant le Lion d'Or de Venise, avant que son visage soit choisi comme modèle, Du bist die Marianne in Etsusin en 1945. Il faut voir la jeune fille de 10 à 7 ans, qui quitte le foyer familial, pour suivre un réalisateur de 32 ans qui avait déjà été marié à Brigitte Bardot. Elle s'appelait encore Catherine d'Orléac. Elle a pris le nom de sa mère Deneuve pour ne pas être confondue avec sa sœur aînée Françoise, qui était déjà actrice. Et pour cette raison précise, elle dira plus tard que ce nom ne lui appartiendra jamais vraiment. Deneuve ne sera jamais mon nom. C'est mon nom d'actrice. Roger Vadim l'a trouvé par hasard. L'acteur Mel Ferrer, frappé par sa ressemblance avec Audrey Hepburn, l'une des grandes amies de Capucine qui vivait à Lausanne, l'avait recommandé pour un petit rôle. Vadim l'avouait, et Vadim a décidé. Il lui a demandé de teindre ses cheveux, naturellement bruns en blond. Elle a accepté. Ce blond-là, celui qu'il avait choisi pour elle, est devenu sa couleur, pour le reste de sa carrière. Le destin se joue parfois, dans des détails aussi petits. À 10 à 9 ans, elle est enceinte. Pas mariée. Dans la France de 1963, cela voulait dire quelque chose. Cela voulait dire le regard des autres, la honte tranquille des familles, les conversations à voix basse. Elle donne naissance à leur fils Christian le 18 juin 1963. Un mois après la naissance, la relation avec Vadim se termine. Elle se retrouve seule à Paris, mère célibataire, avec une carrière qui commence à peine et un enfant qu'elle élève sans père présent. Personne ne racontait cette partie de l'histoire, quand on parlait de la « reine froide » du cinéma français. L'année suivante, tout change. Jacques Demy lui confie le rôle principal, des Parapluies de Cherbourg, un film entièrement chanté, audacieux jusqu'à l'imprudence. La Palme d'Or à Cannes 1964. Catherine Deneuve a 20 et 1 an. Le monde entier apprend son nom ce soir-là, et le monde entier croit comprendre qui elle est, une beauté froide, mystérieuse, inaccessible, une icône. Ce qu'ils ont vu, c'est le personnage. Ce qu'ils n'ont pas vu, c'est la jeune femme, qui avait traversé les 2 années précédentes seule, avec un enfant, dans un appartement parisien, en se demandant si elle allait trouver un prochain rôle. Les années qui suivent lui donnent raison de tenir.
Répulsion de Polanski en 1965. Belle de jour de Buñuel en 1967, un scandale à sa sortie, puis un chef-d'œuvre reconnu, le rôle d'une bourgeoise qui se prostitue en secret le jour. Nomination au BAFTA. Puis Le dernier métro de Truffaut, qui lui vaudra un César. Puis Indochine, une nomination aux Oscars. 60 ans de carrière. Plus de 100 films. François Truffaut a dit un jour que Catherine Deneuve était si belle que le spectateur trouve son bonheur rien qu'à la regarder. Ce compliment sincère, absolu, contenait aussi un piège. Parce que quand on regarde quelqu'un, avec autant d'intensité, on finit par croire qu'on le connaît. On finit par confondre le personnage et la personne. Yves Saint-Laurent l'a choisie comme muse. Elle devient le visage de Chanel. L'épouse de Marianne, le symbole de la République française, est modelée à son image. Elle est partout. Elle représente quelque chose. Mais quoi, exactement? C'est la question que personne ne posait vraiment. Parce que l'image était trop parfaite, trop lisse, trop évidente. Une femme libre, disait-on. Une femme moderne, une femme qui avait traversé les scandales, belle de jour, la grossesse hors mariage, les amours multiples et non dissimulés, sans jamais sembler en payer le prix. Et c'est exactement là que commence quelque chose d'autre. Parce qu'en 1971, quand elle signe le manifeste des 343, elle ne fait pas que défendre un droit abstrait. Elle met son nom sur un acte qui, en d'autres circonstances, aurait pu la détruire. Elle choisit d'être du côté des femmes qui n'ont pas les ressources pour se défendre seules. C'est un geste de courage, réel, mesuré, irréversible. Ce geste, cette Catherine-là de 1971, mérite d'être regardée attentivement. Parce que 54 ans plus tard, il sera le miroir, dans lequel on mesurera tout ce qui a changé ou tout ce qui ne l'a jamais été. Mais avant d'arriver là, il faut comprendre ce que Catherine Deneuve voyait, tous les jours, depuis ses débuts. Ce qu'elle voyait dans les coulisses des tournages, derrière les sourires des avant-premières, dans les silences qui suivaient, certaines conversations. Elle le savait. Elle l'écrira elle-même, un jour. Personne ne l'a lu attentivement. Il y a une phrase que Catherine Deneuve a prononcée à Venise, en août 2022, en recevant le Lion d'Or, pour l'ensemble de sa carrière. Une phrase presque passée inaperçue, dans les comptes rendus de la cérémonie, noyée sous les applaudissements et les superlatifs. Elle a dit « Il est plus facile pour une actrice de continuer à travailler en Europe qu'à Hollywood, c'est tout. Pas d'explication, pas de développement. Juste cette affirmation, posée là, tranquille, comme une évidence qu'elle n'avait plus besoin de justifier. Mais si on prend cette phrase au sérieux, et on devrait, elle soulève une question que personne dans la salle ce soir-là ne semblait vouloir poser à voix haute. Qu'est-ce qu'elle avait vu à Hollywood, pour parler ainsi? Qu'est-ce qu'elle avait traversé, ou observé, ou choisi de ne pas traverser, pour en arriver à cette conclusion-là, formulée avec la sérénité de quelqu'un qui a depuis longtemps classé l'affaire? Pour comprendre, il faut revenir aux années 60, à ce que Hollywood représentait pour une actrice française qui y débarquait. Le système des studios américains était en train de s'effondrer, mais ses réflexes, eux, survivaient intacts. Les actrices étaient des produits, des visages que les studios achetaient, façonnaient, contrôlaient, puis abandonnaient quand les visages vieillissaient. Les clauses de moralité dans les contrats permettaient aux producteurs de renvoyer une actrice si sa vie privée devenait inconvenante. Les grossesses non désirées se réglaient discrètement dans des cliniques que les studios finançaient et dont les médecins gardaient le silence. Ce n'était pas un secret. C'était le fonctionnement normal d'une industrie qui avait décidé que le corps des femmes était une ressource de production comme une autre. Deneuve a tourné à Hollywood. The April Fools avec Jack Lemmon en 1969. Hustle avec Burt Reynolds en 1975. Elle a vu comment cette machinerie fonctionnait de l'intérieur. Elle a observé, elle a compris, et elle a fait quelque chose que beaucoup de ses contemporaines n'ont pas pu faire. Elle est rentrée. Elle a choisi Paris. Elle a choisi Truffaut, Buñuel, Téchiné, des hommes qui la voulaient, pour ce qu'elle était capable de construire avec eux, pas pour l'image qu'ils pouvaient vendre. Ce choix-là, rester en Europe, refuser d'être absorbé par Hollywood, était une forme de protection, mais c'était aussi une forme de privilège, parce que toutes les femmes qui travaillaient sur ces tournages n'avaient pas cette option. Les décoratrices, les assistantes, les maquilleuses, les scripts, elles ne pouvaient pas rentrer à Paris. Et Deneuve le savait. Elle le dira elle-même, mais dans un autre contexte, des années plus tard, et dans des termes si mesurés,
qu'on peut facilement passer à côté. Dans sa lettre publiée dans Libération, en janvier 2018, au plus fort de la tempête, qui suivra la lettre du Monde, elle écrira une phrase que presque tous les commentateurs ont ignorée au profit de l'essentiel, l'excuse aux victimes, la défense de la liberté. Cette phrase, la voici. Elle avait été témoin, dit-elle, de situations plus qu'indélicates, et elle savait, à travers d'autres acteurs, que des cinéastes avaient abusé de leur pouvoir de façon lâche. Mais, ajoute-t-elle aussitôt, ce n'est pas à moi de parler à la place de mes sœurs. Arrêtons-nous là. Pas encore sur le sens complet de cette phrase, cela viendra, mais sur ce qu'elle révèle de la trajectoire de 1971 à 2010 à Huy. En 1971, elle signe « Pour les femmes qui n'ont pas les ressources, pour se défendre ». En 2018, elle écrit qu'elle a vu des abus, mais que ce n'est pas à elle de parler. Quelque chose, entre ces deux dates, a changé dans sa façon de concevoir ce que signifie être du côté des femmes. Ou peut être que rien n'a changé. Peut être que la cohérence est là, enfouie, et qu'on ne la comprend qu'en regardant certaines amitiés qu'elle a choisi de protéger. Roman Polanski est entré dans sa vie en 1965. Répulsion, l'histoire d'une jeune femme qui sombre dans la folie et la violence dans un appartement londonien. Un chef-d'œuvre. Et le début d'une relation professionnelle et personnelle qui durera des décennies. Polanski est un génie, disait-on, dans les cercles où elle évoluait. On le dit encore, ce que l'on disait moins dans ces cercles, c'est ce qu'il avait fait à Los Angeles en 1977. La jeune fille de 13 ans, la condamnation, la fuite, ces faits sont des faits établis. Ils ne sont pas contestés. Deneuve n'a jamais pris ses distances. Ce n'est pas une accusation, c'est un fait, lui aussi. Et c'est le type de fait qui, une fois posé, change légèrement la façon dont on lit tout ce qui vient ensuite. Parce que la loyauté, même envers quelqu'un dont les actes sont indéfendables, est aussi une forme de position. Elle dit quelque chose sur ce qu'on choisit de voir et de ne pas voir, sur ce qu'on choisit de nommer et de taire. L'émission Complément d'enquête sur France 2, diffusée quelques semaines après, la publication de la lettre du Monde en 2018, a posé la question directement, celle qui a toujours incarné la modernité, ne serait donc plus, pour la première fois, en phase avec les femmes de son époque? La question est restée sans réponse. France 2 l'a posée, et France 2 n'a pas trouvé comment y répondre. Ce silence-là, le silence d'une chaîne publique, d'une rédaction entière, face à une question sur la femme la plus célébrée du cinéma français, dit quelque chose sur la taille de l'énigme. On ne savait pas comment parler de Catherine Deneuve, autrement qu'en termes de grandeur. On ne savait pas comment tenir ensemble, dans une même phrase, le courage de 1971 et les amitiés de 2018. Mais en janvier 2018, tout éclate. Et cette fois, il n'y a plus moyen de regarder ailleurs. Le 9 janvier 2018, le journal Le Monde publie une tribune, signée par 100 femmes. Des artistes, des écrivaines, des universitaires, des personnalités du monde de la culture. Le titre, « Nous défendons une liberté d'importuner, indispensable à la liberté sexuelle ». Le monde entier la lit en quelques heures. Catherine Deneuve est la première signataire citée. La tribune est une réponse directe au mouvement MeToo, né quelques mois plus tôt, après les révélations sur Harvey Weinstein. Elle affirme que les hommes ont été sanctionnés dans l'exercice de leur métier, contraints à la démission alors qu'ils n'ont eu pour seul tort que d'avoir touché un genou, tenté de voler un baiser. Elle parle de vagues purificatoires. Elle défend la liberté d'importuner. Elle qualifie le mouvement de « chasse aux sorcières ». 3 phrases, 30 mots, et un nom en tête de liste. La réaction est immédiate, internationale, furieuse. Aux États-Unis, où MeToo mobilise en masse les actrices d'Hollywood, la stupeur est totale. Sur les réseaux sociaux, Deneuve est qualifiée de vieille femme blanche privilégiée, des inconscientes, de réactionnaire. Des journalistes qui avaient passé des années à célébrer son courage de 1971, écrivent des éditoriaux de trahison. Des militantes féministes qu'il avait citées en exemple demandent publiquement des explications. Parmi les 100 signataires, les défections commencent presque immédiatement. Certaines expliquent qu'elles n'avaient pas lu le texte attentivement avant de signer. D'autres prennent leur distance avec les termes employés. D'autres encore retirent leur signature. Dans les jours qui suivent, Catherine Deneuve ne retire rien. Le 15 janvier 2018, 6 jours après la publication, elle publie sa propre lettre dans Libération. Une lettre personnelle,
écrite en son nom propre, elle commence par s'excuser auprès des victimes d'actes odieux qui ont pu se sentir blessées par la tribune du Monde. C'est une formule d'excuse sincère, mesurée, directe. Puis elle ajoute « Je suis une femme libre et je le resterai ». Elle maintient l'essentiel de sa position. Elle dénonce ce qu'elle appelle le lynchage médiatique de certains hommes. Elle défend ce qu'elle a signé, dans son esprit, dans son intention. Et alors au milieu de cette lettre, que le monde entier lit, comme une défense ou comme une capitulation. Selon le camp où l'on se trouve, apparaît une phrase que presque personne ne cite. Une phrase qui passe sous les radars parce qu'elle est entourée de déclarations plus spectaculaires. La voici, dans sa version originale, elle dit avoir été témoin de situations plus qu'indélicates dans sa carrière. Elle dit savoir, à travers d'autres acteurs, que des cinéastes avaient abusé de leur pouvoir de façon lâche. Puis elle ajoute, mot pour mot, « Ce n'est pas à moi de parler à la place de mes sœurs. » Elle savait, pas de manière abstraite, pas de manière vague. Elle savait des situations, des noms, des comportements. Elle avait vu ou entendu des choses suffisamment précises pour en parler dans une lettre ouverte, publiée dans un grand journal national, En pleine crise, MeToo, sous son propre nom. Et elle avait choisi de ne pas parler. Ce n'est pas un jugement, c'est ce qu'elle a écrit elle-même. Ce choix-là, silencieux, délibéré, assumé, est le cœur de l'énigme, que personne depuis lors n'a réussi à résoudre complètement, parce qu'il ne colle pas avec l'image. Il ne colle pas avec la femme, qui avait risqué des poursuites judiciaires en 1960 et 11 pour défendre des droits que d'autres n'osaient pas réclamer. Il ne colle pas avec la muse de Saint-Laurent, le visage de Marianne, l'icône de la liberté féminine française. À moins que la liberté qu'elle défendait en 1971 et la liberté qu'elle défendait en 2018 ne soient pas tout à fait la même liberté. À moins que quelque chose, dans les décennies passées entre ces deux dates, ait redéfini pour elle, en elle, sans qu'elle le formule jamais explicitement, ce que signifiait être du côté des femmes. Arrêtons-nous un instant, parce qu'avant de continuer, il faut regarder ce que ce moment coûte, concrètement, à celles qui ont signé et à celles qui ont refusé de signer. Le 9 janvier 2018, pendant que la tribune du Monde circule, sur les réseaux sociaux, une femme, assistante sur un tournage parisien, anonyme, sans avocat, sans agent, sans nom connu, dépose une main courante contre un réalisateur. Son dossier sera classé sans suite 6 mois plus tard. Elle ne travaillera plus dans le cinéma français pendant 2 ans. Son nom ne figurera jamais dans aucun article. Ce n'est pas une métaphore. C'est ce qui se passait en même temps. Et c'est dans cet écart-là, entre le nom de Catherine Deneuve, en tête d'une tribune dans Le Monde, et le silence d'une femme sans nom dans un commissariat, que la question prend toute sa dimension. La réponse de Deneuve dans Libération reçoit des milliers de commentaires, des soutiens, des condamnations, des analyses, des contre-analyses. Elle est traduite en 20 langues. Elle alimente des débats, dans des universités, des rédactions, des dîners de famille, mais elle maintient sa position. Elle ne retire pas sa signature. Elle est la seule, parmi les signataires les plus visibles, à assumer publiquement l'intégralité du texte jusqu'au bout. Ce courage-là, car c'en est un, à sa manière, est exactement le même que celui de 1960 et 11. La même détermination à ne pas céder, sous la pression, la même affirmation « Je suis une femme libre, je pense ce que je pense, je ne me rétracte pas parce que la foule me le demande ». La question, évidemment, est de savoir si la liberté vaut la même chose, quand elle est exercée pour protéger les femmes sans pouvoir ou pour protéger les hommes qui en ont trop. Cette question-là, Catherine Deneuve ne l'a pas encore posée publiquement. Mais en août 2023, dans les pages du magazine Society, elle accorde une longue interview. Gérard Depardieu est alors sous le coup de 13 accusations de violences sexuelles et sexistes, 13 femmes, des tournages différents, des années différentes, un schéma répété. L'interviewé lui pose la question directement. Sa réponse, « Gérard, je l'aime beaucoup ». Et puis cette précision, formulée avec la même tranquillité qu'en 2018, elle trouvait très choquant que l'on associe immédiatement le mot « viol » au nom d'un homme avant qu'un tribunal ne se soit prononcé. Ni retrait, ni distance, ni silence même. L'amitié, intacte. Le 24 mars 2025, Gérard Depardieu entre dans le tribunal de Paris. Il a 66 ans. Il marche avec difficulté. Son avocat est à ses côtés. Les caméras sont massées derrière les barrières.
À l'intérieur, 2 femmes attendent, une décoratrice de 54 ans et une assistante à la mise en scène de 34 ans qui ont décrit, chacune séparément, avec une précision que le tribunal notera explicitement, ce que Depardieu leur avait fait sur le tournage des Volets Verts en 2020 et 1. Catherine Deneuve n'est pas là. Pas de déclaration publique avant le procès. Pas de communiqué. Pas d'interview accordée à cette occasion. Le silence de quelqu'un qui a choisi, une fois encore, de ne pas parler. Le procès dure plusieurs jours. Depardieu nie. Il qualifie les femmes qu'il accuse de folles. Il décrit le mouvement, MeToo, comme une hystérie qui fait peur. Le tribunal écoute les 2 plaignantes. Il écoute les témoins. Il note les contradictions de l'accusé. Le 13 mai 2025, le verdict tombe. 18 mois de prison avec sursis. Inscription au fichier des auteurs d'infractions sexuelles. 2 ans d'inéligibilité. Le tribunal reconnaît en outre la victimisation secondaire infligée aux plaignantes par les propos virulents de l'avocat de la défense, une reconnaissance exceptionnelle, une première dans l'histoire de la justice française. La présidente de la Cour lit le jugement. Dehors, les avocates des victimes s'adressent aux journalistes. L'une d'elles dit « Avec cette décision, on ne peut plus dire que Gérard Depardieu n'est pas un agresseur sexuel. » Catherine Deneuve ne dit rien. Pas ce jour-là. Pas les jours qui suivent. Pas dans les semaines où le verdict fait la une des journaux français et internationaux. Pas quand les appels à réaction se multiplient dans la presse. Le silence est total, délibéré et d'une certaine façon, plus éloquent que n'importe quelle déclaration. Parce que ce silence-là a une forme. Il a un contour. Il se découpe sur le fond de tout ce qui a été dit avant lui, les interviews, les lettres, les prises de position. Et dans ce contour, on peut lire quelque chose que les mots n'ont jamais tout à fait réussi à dire. Il faut revenir un instant à 2023, à cette interview dans Society, où elle avait défendu Depardieu avec une tranquillité déconcertante. À l'époque, 13 femmes avaient déjà parlé. 13. Et la réponse de Deneuve n'était pas l'ignorance. Elle connaissait les accusations, elle en parlait directement. Sa réponse était la distinction. On ne devait pas, selon elle, utiliser le mot viol avant qu'un tribunal se soit prononcé. Le tribunal s'est prononcé. Ce que cela révèle, c'est une logique qui s'est maintenue, avec une cohérence presque impressionnante, sur plusieurs décennies. La logique de quelqu'un qui a toujours préféré les institutions au mouvement, les jugements aux dénonciations, les procédures aux tempêtes. Quelqu'un qui, face à l'accusation collective et émotionnelle, recule. Non pas parce qu'elle nie la réalité des violences, mais parce qu'elle ne fait confiance qu'à ce qui est prouvé, enregistré, officiel. C'est une position. Elle a sa cohérence. Elle a même, dans un certain monde, sa noblesse. Mais elle a aussi un coût. Et ce coût n'est pas payé par Catherine Deneuve. Il est payé par les femmes qui ont témoigné avant le procès et que personne n'a cru, par celles qui n'ont jamais eu les ressources pour aller jusqu'au tribunal, par celles pour qui la distinction entre l'accusation et le jugement n'est pas une question philosophique, c'est la différence entre être entendu ou continuer à se taire. Pendant ce temps, quelque chose d'autre se passe, quelque chose de plus discret, mais peut être plus durable que le bruit du procès. En mai 2026, quelques jours avant l'ouverture du Festival de Cannes, Catherine Deneuve arrive sur la Croisette. 82 ans, 2 films à l'affiche. La presse l'attend, les photographes l'attendent. Le monde du cinéma l'attend, comme il l'a toujours attendu, depuis 60 ans, avec cette fascination mêlée de révérence qui ne lui a jamais été retirée malgré tout. Elle accorde une interview au Hollywood Reporter. Elle parle de ses films, des Anshin Jack, pas Jacques, de la vape qu'elle a adoptée, après avoir essayé d'arrêter de fumer. Elle est drôle, précise, légèrement distante, comme toujours. Elle dit qu'elle n'a pas le temps de regarder en arrière parce qu'elle regarde son présent et avance. On ne lui pose pas la question de Depardieu. Ou si on la pose, la réponse ne figure pas dans l'article. Et c'est là, dans cet espace, entre ce qui a été dit et ce qui aurait pu l'être, que réside quelque chose d'essentiel sur la façon dont le cinéma français a traversé ces années, pas dans les scandales eux-mêmes, pas dans les verdicts, mais dans les interviews accordées juste après, dans les questions qui ne sont pas posées, dans les silences qui sont acceptés comme des réponses suffisantes. Catherine Deneuve est toujours au sommet. Sa réputation intacte, sa carrière active, son statut d'icône inentamé. Elle a traversé 2018, 2023 et 2025, comme elle a traversé tout le reste, debout, élégante,
sans jamais sembler vaciller. Mais quelque chose a changé pour ceux qui regardent. Pas dans ce qu'elle a dit, dans ce qu'elle n'a pas dit, dans ce qu'elle a vu et choisi de ne pas nommer. Dans la distance entre la femme, qui a signé le manifeste des 343 en sachant qu'elle risquait des poursuites, et la femme qui a signé la Tribune du Monde, en sachant, elle l'a écrit elle-même, que des abus avaient eu lieu autour d'elle. Ces deux femmes portent le même nom. Elles ont le même visage. Elles se définissent toutes les deux par le même mot. Libre. Mais la liberté qu'elles défendent n'est plus tout à fait la même liberté. Et c'est peut être ça, la vraie question, celle que ni France 2, ni le Hollywood Reporter, ni aucun autre journal n'a encore réussi à formuler complètement. Pas. Catherine Deneuve a-t-elle eu tort? Mais qu'est-ce que son parcours, dit du système, qui a produit à la fois son courage de 1971 et son silence de 2025? Quel est le nom de ce système? Et est-ce qu'il tourne encore? Il n'y a pas de réponse propre à cette histoire. C'est la première chose à dire. Et c'est peut être la seule chose honnête à dire. Parce que les histoires qui ont des réponses propres, les méchants clairement identifiés, les héros sans ambiguïté, les arcs narratifs qui se referment sur une leçon, sont des histoires simplifiées. Celle de Catherine Deneuve ne l'est pas. Ce qu'on sait avec certitude, c'est ceci. En 1971, une jeune femme de 27 ans signe un document qui aurait pu lui coûter sa liberté. Elle le signe en connaissance de cause, sans contrainte, aux côtés de Simone de Beauvoir et de Marguerite Duras. Ce geste-là isolé, regardé seul, est un acte de courage authentique. Il n'y a pas d'autre mot. En 2018, cette même femme, devenue l'icône absolue du cinéma français, signe une tribune qui dit aux victimes du mouvement « MeToo » que certains de leurs agresseurs ont peut être simplement tenté de voler un baiser. Elle maintient sa signature quand les autres reculent. Elle écrit une lettre personnelle pour expliquer sa position. Dans cette lettre, elle glisse une phrase que presque personne ne lit attentivement. Elle savait, elle avait vu, elle avait entendu, et elle avait choisi de ne pas parler à la place de ses sœurs. En 2025, un tribunal condamne l'homme qu'elle avait défendu 2 ans plus tôt. Elle ne dit rien. Ces 3 moments, posés côte à côte, ne s'annulent pas mutuellement. Ils coexistent, et c'est précisément cette coexistence, ce refus de se résoudre en une image simple, qui fait de cette histoire autre chose qu'un procès ou qu'une réhabilitation. Il y a une question que les historiens du cinéma poseront un jour, quand suffisamment de temps sera passé, pour regarder cette période sans la fièvre du présent. La question n'est pas « Catherine Deneuve était-elle du bon côté ?» Cette question-là est trop simple, et elle produit des réponses trop confortables selon le camp où l'on se place. La vraie question est celle-ci, comment un système produit-il, simultanément, le courage d'une femme en 1971 et son silence en 2025? Quel est le nom de ce système? Comment fonctionne-t-il? Et combien de femmes, moins célèbres, moins protégées, moins visibles, que Catherine Deneuve ont été prises dans ce même mécanisme, sans avoir ni la Tribune du Monde, ni les pages de Libération? Pour s'expliquer, le cinéma français n'est pas une exception. C'est un miroir. Et ce qu'il réfléchit, depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui, c'est la même chose que ce que réfléchissent toutes les industries, où le pouvoir est concentré entre les mains de quelques-uns et où la beauté, le talent et la célébrité des femmes sont monétisés, instrumentalisés, puis quand elles ne servent plus, abandonnés. Catherine Deneuve a échappé à l'abandon. Elle est toujours là. 82 ans, 2 films à Cannes 2026, un chien qui s'appelle Jack. Sa carrière n'a jamais vraiment vacillé. Et c'est peut être ça, aussi, qui mérite d'être regardé, non pas comme une preuve de sa culpabilité ou de son innocence, mais comme une illustration de ce que le système récompense et de ce qu'il protège. Les femmes qui ont témoigné contre Depardieu n'ont pas eu cette protection. Ce n'est pas un jugement sur Deneuve, c'est une observation sur le système. Et le système, lui, continue. Il continue dans chaque industrie où la loyauté envers les puissants est récompensée et où la parole des subalternes est mise en doute jusqu'à ce qu'un tribunal l'entérine officiellement. Il continue dans chaque rédaction qui n'ose pas poser la question difficile à quelqu'un dont le nom vend des couvertures. Il continue dans chaque salle de montage, chaque plateau, chaque bureau de production où quelqu'un sait quelque chose et choisit, avec des raisons qui lui semblent bonnes, de ne pas parler à la place de ses sœurs. Ce n'est pas une histoire sur Catherine Deneuve, c'est une histoire sur ce que nous appelons la liberté, sur la différence entre la liberté, qui coûte quelque chose, et celle qui ne coûte rien,
sur le fait que ces deux libertés peuvent porter le même nom, être défendues par la même voix et produire des effets radicalement opposés selon l'endroit où l'on se trouve dans la hiérarchie d'une industrie. La dernière chose que Catherine Deneuve a dite publiquement sur sa propre trajectoire, c'est qu'elle n'a pas le temps de regarder en arrière parce qu'elle est tournée vers son présent et qu'elle avance. C'est peu être vrai. C'est peu être même la seule façon de tenir à 82 ans, avec 60 ans de carrière derrière soi et encore des films à faire. Mais pour ceux qui regardent, et nous regardons, depuis des décennies, avec cette attention fascinée que l'on réserve aux personnes qui semblent incarner quelque chose de plus grand qu'elles-mêmes, la question reste ouverte. Posée là, sans réponse, dans l'espace entre le manifeste des 343 et le silence de mai 2025. Catherine Deneuve est toujours là. Elle tourne toujours. Elle n'a rien dit. Peut être que c'est ça, la réponse,